Il est exactement 20h30 sur notre chaîne Tchad 24 International et c'est même heure chez vous, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Le secrétaire général du ministère du pétrole, des mines et de la géologie, Amath Gueye Gobay, a présidé ce mardi 28 octobre 2025 à l'hôtel de l'Amitié de N'Djamena la cérémonie de lancement de l'atelier de validation du plan stratégique de développement du secteur des hydrocarbures au Tchad. Prévu pour durer des jours, cet atelier vise à faire du secteur des hydrocarbures un moteur durable de croissance, d'industrialisation et de prospérité partagée pour l'ensemble du peuple tchadien. Tansou Amsa. Le Tchad ambitionne de transformer son secteur des hydrocarbures en un véritable levier de développement durable. C'est dans cette optique que s'est ouvert cet atelier qui réunit plusieurs responsables institutionnels, partenaires techniques et experts du domaine. Dans son discours d'ouverture, Amath Gueye Gobay a souligné l'importance de cet atelier qui marque une étape décisive dans la mise en œuvre d'une politique pétrolière axée sur la transparence, la durabilité et la création de la richesse partagée. Cet atelier a une vocation essentielle: valider collectivement et de manière participative les orientations et les priorités de ce plan stratégique. L'objectif général est limpide: faire du secteur des hydrocarbures un moteur durable de croissance, d'industrialisation et de prospérité partagée pour tout le peuple tchadien. Durant 2 jours, les participants examineront en profondeur le contenu du plan stratégique qui définit les grandes orientations pour la période à venir. À terme, la validation de ce plan stratégique devrait permettre au Tchad de mieux exploiter son potentiel pétrolier tout en préparant la transition vers une économie plus diversifiée et résiliente. Le directeur de communication de la coordination générale pour le passage de l'audiovisuel analogique au numérique, CGPAN, Jamal Mahamat Seyid, a, au cours d'un point de presse tenu ce mardi 28 octobre dans les locaux de la dite institution, annoncé, pourtant pour moi, le lancement des journées de l'information et de la communication dédiées à ce projet. Pour plus de précision, je vous propose de suivre Jamal Mahamat Seyid. La coordination générale pour le passage de l'audiovisuel analogique au numérique CGPAN a l'honneur de lancer le 29 octobre 2025 à 10h dans la salle Mohamed Hissène de l'ONAMA les journées d'information et de la communication dédiées au projet de télévision numérique terrestre TNT au Tchad. Ces journées seront l'occasion de présenter la mise en œuvre de la TNT au Tchad, les avancées, les défis rencontrés, ainsi que les enjeux et perspectives pour notre pays. Membre du comité national de pilotage, cadre du ministère de la Communication, parlementaire, responsable et promoteur des médias publics et privés, régulateurs, opérateurs de téléphonie mobile, fournisseurs d'accès à l'Internet, représentants des organisations professionnelles des médias, opérateurs économiques, étudiants et chercheurs. Ces projets vous concernent tous. L'ancienne ministre tchadien de l'Action sociale, Fatimé Boucar Kossei, ainsi que 2 de ses ex-collaborateurs ont été incarcérés le 27 octobre 2025 pour une affaire de détournement de fonds publics. Ils sont suspectés par l'autorité indépendante de lutte contre la corruption, AILC, d'importantes irrégularités dans la gestion de vivres destinés aux populations vulnérables, causant un préjudice de plusieurs milliards de francs CFA. Leur demande de libération provisoire ont été rejetées et l'enquête se poursuit. Il s'est tenu ce 28 octobre au sein du siège de l'Organisation des femmes du mouvement patriotique du salut une cérémonie du lancement officiel de la formation de 100 femmes en couture et informatique. Jessica Ferring nous en dit plus.
L'Organisation des femmes du mouvement patriotique du salut OFMPS démontre à travers le lancement de cette formation que son engagement dépasse le cadre politique. Elle s'investit pleinement dans la promotion du bien-être socio-économique des femmes tchadiennes. Au total, 100 femmes bénéficieront de cette formation en couture et en informatique. Cette initiative s'inscrit dans la vision des 5 chantiers du programme politique du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, qui place la femme tchadienne au cœur de ses priorités. Pour la présidente du OFMPS, Amira Idriss Déby Itno, il ne s'agit pas seulement de dispenser une formation, mais aussi d'accompagner les bénéficiaires jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. Nous ne formons pas seulement des femmes, nous formons des bâtisseuses d'avenir, des porteuses d'espoir, des artisans du changement. 2 salles modernes ont été aménagées ici, même au siège de l'OFMPS. L'une pour la couture, symbole de la créativité et du savoir-faire. L'autre pour l'informatique, symbole de modernité et d'ouverture sur le monde. Ces espaces sont des lieux d'apprentissage, des laboratoires d'émancipation, conçus pour donner à chaque femme les outils nécessaires à son indépendance économique et sociale. Chers participants, vous êtes 100, mais vous représentez toutes les femmes. Vous êtes la force silencieuse de notre société. Et aujourd'hui, le MPS vous offre les moyens d'aller plus loin. Afin de garantir une bonne assimilation des connaissances, 20 ordinateurs et 25 machines à coudre ont été mises à la disposition des apprenantes venant des 10 provinces de N'Djamena. Souffrant de l'appendicite, une inflammation de l'appendice, Bobé Ozias, frère de la patiente aux cheveux de sa sœur, déplore les conditions auxquelles sa sœur a été accueillie et prise en charge à l'hôpital général de référence nationale. Depuis hier après-midi aux urgences, la patiente aurait attendu plusieurs heures avant de passer l'examen pour déterminer la gravité de la maladie. Le service aurait signalé l'absence de l'examinateur, ce qui n'est pas normal selon le frère de la patiente. Suivez son extrait proposé par Biartibo Emmanuel. D'après les résultats, il a été révélé un cas d'une appendicite de 9 mm de diamètre. Ça, c'est ce que le médecin a donné comme interprétation. Mais c'était dans une clinique non loin d'ici. Alors, depuis hier, 16 heures, malgré qu'on nous ait dit que ce cas nécessite une intervention chirurgicale d'urgence, on a été accepté dans la salle d'urgence à 16 heures. Et il est inadmissible, il est vraiment inadmissible pour un hôpital si grand comme ça est reconnu, on dit de référence, qu'on nous dise qu'aujourd'hui, le technicien ou je sais pas, le médecin chargé de faire cet examen-là aurait un cas social. Donc on prend le bulletin, on griffonne un truc là pour dire rendez-vous le 29, ça veut dire demain. Hein? Et si c'était un cas d'une appendicite et que si ça nécessite une opération d'urgence, donc vous voyez un peu dans quelle situation on est actuellement. Tout ça nous montre combien de fois il y a une légèreté dans la gestion des choses. C'est un malentendu selon la direction générale du centre hospitalier qui doit le non-respect de procédures et le caractère impatient des parents de la malade. Nous ne pouvons pas ouvrir le ventre de quelqu'un sans savoir avec exactitude le problème. Le médecin fait son travail, a déclaré le responsable assurant de la bonne marche du service. Il faut signaler finalement que la patiente a été admise au bloc opératoire. L'avenue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, située dans le 2e arrondissement de la capitale, fait face à la montée inquiétante des eaux du fleuve Chari. Chaque jour, le niveau de l'eau progresse, envahissant peu à peu la chaussée au grand désarroi des habitants et des usagers de cette voie. Reportage signé Hassan Isaka.
Inauguré en juin 2024, l'avenue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du nom du président de la République démocratique du Congo, se trouve menacé par la montée des eaux du fleuve Chari. Cette artère, située dans le 2e arrondissement de N'Djamena, voit désormais sa chaussée partiellement submergée, rendant la circulation de plus en plus difficile. Face à cette situation, de nombreux automobilistes préfèrent éviter l'axe de peur d'endommager leurs véhicules. Une préoccupation que partagent les responsables communaux. Selon Brahim Azen, président du mouvement des jeunes conscients du 2e arrondissement, la situation nécessite une intervention urgente pour éviter une dégradation totale de la voie. Comme vous constatez, la jeunesse est là déployée sur le terrain. La commune du 2e arrondissement aussi aménage ses efforts, essaie de le faire comme vous êtes en train de le voir. La centrale aussi est là, ils sont en train de faire le peu qu'ils peuvent. Mais là, c'est un cas de force majeure. Et deuxièmement, c'est un problème peut-être technique des ingénieurs de la société qui a exécuté ces travaux. Donc en tout, chaque année, nous rencontrons ces problèmes. Donc au ministère des infrastructures et à la commune concernée, et tous ceux qui sont concernés peuvent prendre toutes les précautions nécessaires pour pouvoir faire face en cas de force majeure comme tel vous êtes en train de... Un habitant rencontré sur place appelle les autorités à agir sans tarder. Je propose au gouvernement de prendre des solutions, d'éradiquer ces phénomènes pour les années à venir. Ce n'est pas en apprenant de ces erreurs qu'on peut l'année prochaine éviter ces genres de drames-là. Sans une action rapide de l'État, les eaux continueront à gagner du terrain et la circulation deviendra pratiquement impossible. Le promoteur du Festival international des métiers de la mode FIMO, Hissène Adamou Kamara, a animé ce mardi 28 octobre 2025 à l'espace Talinomanou une conférence de presse. Il s'agissait d'annoncer la tenue de la 3e édition du FIMO prévue du 2 au 8 novembre 2025 à N'Djamena. Assiam Kandiara fait le point. Le Festival international des métiers de la mode FIMO se veut un cadre d'inspiration pour les créateurs tchadiens et un espace permanent de formation et de création. Placé sous le thème création et échange franco-tchadien, cette 3e édition marque une importante dans la coopération culturelle et créative entre la France et le Tchad. Selon la directrice déléguée de l'Institut français du Tchad, Clémence Denis, le secteur de la mode est un domaine à la fois économiquement porteur et hautement créatif. La mode, pour nous, c'est un secteur qui est prioritaire. D'abord parce qu'il est assez peu investi au Tchad. Il y a assez peu de porteurs de projets qui viennent nous solliciter avec des projets autour de la mode. C'est un secteur qui est porteur. C'est-à-dire que c'est un secteur qui permet de vraiment créer une véritable chaîne de valeur, de créer des produits et de créer des lignes artistiques ou des éléments qui peuvent ensuite servir de soft power pour l'ensemble du Tchad. Le promoteur du FIMO, Hissène Adamou Kamara, apporte des précisions quant à l'organisation pratique de l'événement. C'est avec une immense joie et fierté renouvelée que nous annonçons la tenue du Festival international des métiers de la mode prévu du 2 au 8 novembre 2025 à N'Djamena. Le FIMO s'articulera autour d'un programme riche. À partir déjà du 25 octobre, nous avons commencé par les répétitions avec le mannequin. Le 28 aujourd'hui, c'est la conférence de presse. Maintenant, à partir du lundi 3 novembre, donc nous avons retenu quelques thèmes que je vais vous citer. Il y aura ma marque et mes clients. Faut-il miser sur l'international pour les créateurs tchadiens? Et il y aura une masterclass. Pour cette édition, plusieurs invités venus de France prendront part au forum, parmi lesquels des créateurs, des journalistes et des partenaires institutionnels. Le programme prévoit entre autres des ateliers de formation, des conférences thématiques et des défilés de mode.
En Côte d'Ivoire, les partisans d'Alassane Ouattara célèbrent sa réélection, tandis qu'au Cameroun, la tension monte à Douala après la victoire de Paul Biya. Au Soudan, le général Al-Bourhan promet vengeance après la chute d'El Fasher aux mains des FSR. Dans la bande de Gaza, l'OMS réalise sa première évacuation médicale depuis le cessez-le-feu. Enfin, au Bénin, le parti d'opposition, les démocrates, est écarté de la présidentielle. Ce sont là les principales nouvelles suivies par Sana. En Côte d'Ivoire, la victoire du président sortant Alassane Ouattara au pouvoir depuis 2011 a été largement célébrée par ses partisans. La commission électorale ivoirienne a annoncé lundi 27 octobre 2025 qu'il avait obtenu 89,7% des suffrages lors de la présidentielle, confirmant ainsi sa domination sur la scène politique nationale. Au Cameroun, en revanche, la situation demeure tendue à Douala. Ce lundi marque la deuxième journée de violence après l'annonce de la victoire de Paul Biya à la présidentielle du 12 octobre. Des jeunes en colère ont enragé des barricades et bloqué les principaux axes routiers de la capitale économique, plongeant la ville dans le chaos. Des pneus ont été brûlés, tandis que les forces de sécurité tentaient de rétablir l'ordre dans un climat de forte tension. Au Soudan, le général Abdel Fattah al-Bourhan a déclaré que le chef militaire avait quitté El Fasher, capitale du Darfour Nord, après les attaques dévastatrices menées par les forces de soutien rapide. Dans une allocution télévisée, il a dénoncé la destruction systématique de la ville et promis de venger les civils tués. Nous sommes déterminés à venger ce qui est arrivé à notre peuple à El Fasher. En tant que peuple soudanais, nous demanderons des comptes à cette criminelle, a-t-il affirmé. Dans la bande de Gaza, l'Organisation mondiale de la santé a procédé à sa première évacuation mondiale depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu du 10 octobre. Ce lundi, 41 patients en état critique ont été évacués, accompagnés de 145 personnes, selon le Dr Luca Pigosi, coordinateur de l'équipe d'urgence de l'OMS. Cette opération s'inscrit dans le plan humanitaire de l'organisation. Nous sommes engagés à renforcer notre capacité d'assistance, notamment en coopération avec la Croix-Rouge palestinienne, a-t-il expliqué. Le conflit, qui dure depuis 2 ans, a déjà fait plus de 68 000 morts, majoritairement des civils. Enfin, au Bénin, la Cour constitutionnelle a affirmé l'exclusion du parti d'opposition, les démocrates, de la présidentielle prévue le 12 avril 2026. La Sénat a rejeté tard lundi le dossier de candidature du parti invoquant un parrainage jugé litigieux. Cette décision écarte ainsi Maître Agbodjo et son colistier, tandis que les candidatures de Ramuald Vagdaï, représentant du parti au pouvoir et de l'opposition modérée, ont été validées. Et c'est ici que se referme cette édition d'information. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes demain à la même heure. Au revoir.